La pièce sentait encore le glaçage à la vanille et la fumée de barbecue lorsque mon mari a fait glisser les papiers de divorce sur la table. Notre fils était assis dans sa chaise haute sous une bannière bleue et dorée à 1 an, écrasant du gâteau dans ses petites mains pendant que 30 personnes applaudissaient et riaient autour de lui. Les collègues de Daniel se pressaient près du bar de la salle louée avec des flûtes de champagne en plastique. Ma sœur portait des cadeaux vers la table du fond. Sa mère prenait des photos. Et juste là, au milieu de la fête du premier anniversaire de notre bébé, mon mari m'a souri et a dit « Je pense qu'il est temps que nous arrêtions de faire semblant ». Au début, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. Puis il a sorti un stylo de la poche de sa veste et a tapoté la pile de papier devant moi, des documents de divorce. Mon estomac est tombé si vite que j'ai eu l'impression de manquer une marche dans l'obscurité. Quelques personnes à proximité ont arrêté de parler. Daniel ne semblait pas du tout gêné. En fait, il avait l'air étrangement soulagé, comme s'il avait répété ce moment dans sa tête pendant des semaines. « Je garde la maison » a-t-il dit calmement. Quelqu'un près du bar a laissé échapper un rire gêné, pensant que c'était peut-être une sorte de blague terrible. Cela n'en était pas une. Daniel s'est penché et a baissé la voix juste assez pour paraître cruel au lieu d'être bruyant. « Tu gardes le bébé. » La pièce est devenue silencieuse autour de nous. Même maintenant, quand je repense à ce moment, je me souviens du son qui a remplacé toutes les conversations, le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de la cuisine de la salle. C'est à cela que ressemblait le chagrin, des lumières bourdonnantes et mon fils frappant joyeusement ses mains couvertes de glaçage contre son plateau pendant que mon mariage s'effondrait devant toutes les personnes que nous connaissions. J'ai regardé les papiers. Mon nom était déjà tapé proprement à côté des lignes de signature. Daniel avait tout préparé. J'aurais dû pleurer. Honnêtement, une partie de moi en avait envie. Je voulais lui crier dessus de m'avoir humilié en public. Je voulais lui jeter les papiers au visage et lui demander comment un homme qui m'avait tenu la main dans une salle d'attente d'hôpital pouvait devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo. Toute la pièce me regardait. Les jeunes collègues de Daniel restaient figés près de la table des boissons. Une des femmes de la comptabilité semblait horrifiée. Ma sœur a commencé à marcher vers nous, mais j'ai subtilement secoué la tête. Pas encore. Mes mains étaient fermes quand j'ai signé. Une page, puis une autre, puis la dernière. Daniel a cligné des yeux, surpris. Je pense qu'il s'attendait à une dispute, peut-être des larmes, peut-être des supplications. Mais après 15 ans de mariage, j'avais finalement appris quelque chose d'important sur mon mari, rien n'effrayait Daniel plus que le silence. J'ai fait glisser les papiers vers lui. Puis je l'ai regardé directement dans les yeux et j'ai dit doucement « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Pour la première fois de la soirée, son expression a changé, juste légèrement. De la confusion. Puis la musique a recommencé à jouer parce que quelqu'un, Dieu les bénisse, avait dû réaliser que le silence était devenu insupportable. Les gens ont lentement repris leurs airs, faisant comme si tout était normal. Mais plus rien ne serait jamais normal. Je me suis levé, j'ai essuyé le glaçage de la joue de mon fils et je l'ai pris dans mes bras. Daniel ne m'a pas arrêté. Cela m'a fait plus de mal que les papiers. Dehors, l'air de la fin septembre était froid contre ma peau. J'ai attaché Benjamin dans son siège auto alors que mes mains tremblaient si fort que j'avais à peine pu attacher la boucle. Ma sœur Émilie s'est précipitée dehors derrière moi. Claire a-t-elle murmuré, essoufflée « Qu'est-ce que l'enfer vient de se passer ?» J'ai regardé droit devant à travers le pare-brise. Je pense que mon mariage vient de se terminer. Non, a-t-elle dit doucement, je pense qu'il s'est terminé il y a longtemps. C'était la partie terrible. Elle avait raison. Les signes étaient là depuis des années. Daniel et moi nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 26 ans, avant que Greystone Custom Homes n'existe, avant le grand bureau, avant les voitures de luxe et les tournois de golf et les montres chères dont Daniel ne pouvait soudainement plus se passer. À l'époque, il n'était qu'un charpentier aux mains rudes et aux rêves impossibles. Et je l'aimais pour ses rêves. Nous avons tout construit ensemble à partir de zéro. Pendant que Daniel s'occupait des équipes de construction, je m'occupais de la paperasse. Je gérais les factures à notre petite table de cuisine après avoir travaillé des quarts de 12 heures en tant qu'infirmière. J'ai appris un logiciel de paie à 2 heures du matin parce que nous ne pouvions pas nous permettre un comptable. J'ai équilibré les budgets de l'entreprise enceinte, nauséeuse et épuisée. Quand sa mère est tombée malade il y a 3 ans, je l'ai conduite à chaque rendez-vous pendant que Daniel voyageait pour le travail.
Je me disais que le mariage signifiait des sacrifices. Je n'avais juste jamais réalisé que je serais la seule à les faire. Les choses ont changé après que l'entreprise soit devenue grande. Au début, c'était subtil. Daniel a commencé à se soucier davantage des apparences. Les costumes de créateurs ont remplacé les vieux jeans de travail. Les dîners d'affaires ont remplacé les soirées en famille. Chaque conversation est devenue une question d'expansion de réseautage. Puis sont arrivés les jeunes employés, surtout Mélissa, 28 ans, cheveux parfaits, maquillage parfait, travaillait au marketing. Daniel a insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Mais les femmes le savent, surtout les femmes qui ont passé 15 ans à regarder un homme devenir lentement accro à l'admiration. Avec le temps, j'ai cessé de me sentir comme sa partenaire. Je suis devenu un bruit de fond, la femme qui s'occupait des couches et des rendez-vous chez le médecin pendant que Daniel posait pour des interviews de magazines sur le succès de Self-Made. Self-Made. Ce mot me faisait rire amèrement chaque fois que je le voyais. Au moment où Benjamin est né, notre mariage se sentait déjà fissuré sous la surface. Pourtant, je n'avais jamais imaginé que Daniel y mettrait fin publiquement, ou cruellement, ou pendant la fête d'anniversaire de notre fils. Quand je suis finalement rentré cette nuit-là, j'ai porté Benjamin dans la petite chambre d'enfant et je me suis assise dans le fauteuil à bascule à côté de son berceau. Il s'est endormi contre ma poitrine presque immédiatement. J'enviais les bébés pour cela, leur capacité à se sentir en sécurité sans poser de questions. Après un moment, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai retiré le mince dossier en carton que j'avais pris de la fête, le dossier que Daniel n'avait jamais remarqué. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que j'avais conservés pendant des années, les papiers d'incorporation originaux, les accords de propriété, les signatures, les pourcentages. Le fondement de tout ce que nous avions construit. Tout ce que Daniel croyait lui appartenir. J'ai fixé les papiers pendant un long moment pendant que mon fils dormait dans mes bras. Puis, pour la première fois de la nuit, j'ai murmuré la vérité à haute voix. « Oh, Daniel, ai-je dit doucement, tu aurais vraiment dû lire ce que tu as signé. » Le lendemain matin ne ressemblait pas du tout à un matin. J'avais l'impression d'être entré dans une vie qui ne m'appartenait plus. Je me suis réveillé sur le vieux canapé lit de la maison de mon père avec la nuque raide, Benjamin dormant à côté de moi dans son lit de voyage. Le silence était si profond qu'il ressemblait presque à une pression dans mes oreilles. Pas de circulation, pas de notification, pas de Daniel. Juste l'immobilité. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé en vérifiant l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'existais juste. Et puis la réalité est revenue, les papiers de divorce, la fête, sa voix devant tout le monde. Je garde la maison, l'entreprise et les voitures. Tu gardes le bébé. J'ai fermé les yeux, mais cela n'a pas aidé, car le pire n'était pas ce qu'il avait dit. C'était la facilité avec laquelle il l'avait dit. En milieu de matinée, Émilie est arrivée avec du café et un sac d'épicerie, comme si elle se préparait à la guerre. « Tu as besoin de manger quelque chose » a-t-elle dit en le plaçant sur le comptoir de la cuisine. « Et tu as besoin de me dire que tu ne vas pas craquer maintenant. »« Je ne vais pas craquer » ai-je répondu automatiquement. Elle m'a étudié attentivement. Cela ressemble à quelque chose que les gens disent juste avant de craquer. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il n'y a pas eu de pleurs, pas d'effondrement dramatique, juste de la concentration, le genre de concentration que j'utilisais pour survivre au quart de 12 heures à l'hôpital quand j'étais plus jeune. Je me suis connecté aux anciens fichiers de l'entreprise. Greystone Custom Homes avait toujours mes identifiants d'accès. Daniel n'avait jamais pensé à les retirer. Cela seul m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le peu de respect qu'il avait pour ce que je faisais réellement en coulisses. J'ai cliqué lentement sur les dossiers, historique de paie, contrat de fournisseur, déclaration fiscale, document de prêt. Et puis je l'ai trouvé, l'accord d'incorporation original. Mon souffle s'est coupé, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que j'avais oublié à quel point tout avait été clairement écrit. C'était là, noir sur blanc, Greystone Custom Homes était initialement enregistré sous nos deux noms. Mais plus important encore, la structure de propriété majoritaire était liée à l'investissement initial en capital, l'héritage de mon père. L'argent que Daniel avait toujours désigné avec désinvolture comme notre coussin de démarrage. Il n'a jamais demandé où les documents juridiques étaient stockés. Il ne s'en est jamais soucié, car Daniel avait toujours supposé que le succès effaçait la paperasse. Non.
Émilie s'est penchée par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite, car je me suis soudainement souvenu de quelque chose que Daniel avait dit il y a des années, juste après que nous ayons emménagé dans notre premier vrai bureau. Nous devrions nous faire confiance complètement, m'avait-il dit. Pas de secret. Pas de petits caractères entre nous. J'avais ri à l'époque. Je suis une comptable par mariage maintenant, avais-je dit. Les petits caractères sont mon langage de l'amour. Il m'avait embrassé le front et avait dit « C'est pourquoi je t'aime ». À l'époque, cela ressemblait à un partenariat. Maintenant, j'ai réalisé que c'était juste de la commodité. Dans l'après-midi, j'ai appelé notre avocat de famille, ou plutôt, l'avocat qui était tranquillement devenu le mien au fil des ans. Daniel avait toujours utilisé des avocats d'entreprise, ostentatoires, chers, agressifs. J'ai toujours préféré quelqu'un qui lisait chaque page 2 fois. Claire, a dit Monsieur Harlan quand il a décroché, son ton passant immédiatement à l'inquiétude. J'ai entendu ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Les petites villes ne gardent pas de secrets, surtout pas ceux impliquant des divorces, des entreprises et de l'humiliation publique. J'ai besoin de savoir où j'en suis, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis il a expiré lentement. Vous êtes dans une position beaucoup plus forte que votre mari ne le réalise. C'était le premier moment où j'ai senti quelque chose changer en moi, non pas de la colère, mais de la clarté. Au cours de l'heure suivante, il a tout expliqué en termes simples. L'entreprise que Daniel pensait posséder entièrement n'était pas structurée comme il le croyait. La propriété n'était pas basée sur qui gérait les opérations quotidiennes ou qui signait des chèques devant la caméra. Elle était basée sur la distribution des capitaux propres. Et je détenais toujours la participation majoritaire, parce que je ne l'avais jamais cédée. Parce que Daniel ne me l'avait jamais demandé. Parce que Daniel n'avait jamais pensé qu'il en avait besoin. Vous me dites, ai-je dit lentement, et qu'il vient de prendre l'entreprise devant 30 témoins en pensant qu'elle était à lui. C'est exactement ce que je vous dis, a répondu Monsieur Harlan. Je me suis appuyé contre la chaise de cuisine. Pour la première fois depuis la fête d'anniversaire, quelque chose en moi a cessé de trembler. Non pas parce que je me sentais puissante, mais parce que j'ai finalement compris l'ampleur de ce que Daniel avait fait. Il ne m'avait pas seulement humilié, il s'était exposé. Ce soir-là, je suis allé en ville chercher du lait maternisé et des couches. Le monde extérieur semblait normal, des gens promenant des chiens, des adolescents riant devant la station-service, un couple se disputant doucement dans une voiture garée. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui m'a le plus frappé. Personne ne savait qu'un mariage venait de se terminer à une fête d'anniversaire. Personne ne savait qu'un homme venait de confier tout son avenir à une femme qu'il ne respectait plus. Ou qu'il croyait ne pas respecter. À la caisse du magasin, j'ai vu le logo de l'entreprise de Daniel sur un camion de livraison à l'extérieur, Greystone Custom Homes. Nouvelle image de marque, peinture fraîche, habillage publicitaire cher. J'ai presque ri. Il dépensait déjà de l'argent comme si l'entreprise lui appartenait entièrement. Cette confiance, cette arrogance, allait lui coûter cher. De retour à la maison, j'ai retrouvé Benjamin endormi, sa petite main recroquevillée comme s'il tenait toujours le monde sans peur. Je me suis assise à côté de lui et j'ai murmuré non pas à lui, mais à moi-même, tu vas t'en sortir, ai-je dit. Je te le promets. Et pour la première fois, j'y ai cru. Non pas parce que je savais ce qui allait se passer ensuite, mais parce que je savais enfin ce que j'avais toujours eu en main. Et Daniel n'en avait aucune idée. La première fissure dans la nouvelle vie de Daniel est apparue exactement 11 jours après la fête d'anniversaire. Au début, c'était petit, une notification de paiement retardé. Puis une autre. Puis 3 fournisseurs refusant de libérer les matériaux à moins que les factures ne soient réglées d'avance. Daniel a appelé cela une friction temporaire. Il croyait toujours que c'était les affaires comme d'habitude, juste une mauvaise passe, un malentendu, quelque chose qu'il pourrait aplanir avec confiance et charme. C'était la plus grande faiblesse de Daniel, il a toujours cru que la personnalité pouvait l'emporter sur la structure. Mais la structure ne se soucie pas de la confiance que vous manifestez au téléphone. À la 3e semaine, les choses ont cessé de ressembler à des frictions et ont commencé à ressembler à un effondrement. Je ne l'ai pas vu directement au début. Je n'en avais pas besoin. Émilie m'a montré les nouvelles économiques locales sur son téléphone un matin pendant qu'elle donnait des céréales à Benjamin. Greystone perd ses clients, a-t-elle dit prudemment. Tu savais ça?
Je m'y attendais, ai-je répondu. Elle a levé les yeux. Tu es calme à ce sujet. Je n'étais pas calme. J'étais concentré. Il y a une différence que la plupart des gens ne comprennent pas avant d'avoir vécu une trahison. Daniel avait supposé que prendre la maison, les voitures et le récit public signifiaient qu'il contrôlait le résultat. Mais la propriété et le contrôle ne sont pas la même chose. Pas dans la vraie vie. Surtout pas dans une entreprise construite lentement sur 15 ans, où chaque relation, chaque contrat de fournisseur, chaque garantie de prêt avait ma signature quelque part en arrière-plan. À la fin de la 3e semaine, le conseil d'administration a demandé une révision financière d'urgence. Daniel, fonctionnant toujours sous l'hypothèse qu'il était le propriétaire incontesté, a accepté immédiatement. C'était sa 2e erreur. La première était de supposer que je le combattrais émotionnellement. La seconde était de supposer que je ne le combattrais pas légalement. La 3e était de supposer que j'étais impuissante sans lui. Le matin de la réunion d'examen, j'étais dans la cuisine en train de laver des biberons quand mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Harlan. Cela se passe aujourd'hui, a-t-il dit. Je sais. Vous n'avez pas l'air nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, ai-je répondu. J'en ai fini d'être nerveuse. Il y a eu une pause. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Bien, parce qu'il perd déjà le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre la rue tranquille. Je n'essaie pas de le détruire, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. C'est ce qui rend cela si difficile pour lui. À midi, Daniel était assis dans la salle de conférence du siège de Greystone Custom Homes, le même bureau où il avait autrefois pris des photos glacées pour un magazine local, souriant devant des plans encadrés comme un homme qui avait tout construit seul. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Pas de photos. Pas de fierté. Juste des papiers. Et le silence. Je n'étais pas là physiquement, mais je savais exactement ce qui se passait. Monsieur Harlan me l'a décrit plus tard avec des détails précis, presque cliniques. Daniel est entré confiant. Il est ressorti incertain. Parce que la première chose que les auditeurs ont expliquée était simple, il ne détenait pas la majorité de la propriété. Loin de là. Il y a eu une longue pause dans la pièce après cette déclaration, le genre de silence qui pèse plus lourd que le bruit. Daniel a apparemment ri au début, un son court et dédaigneux. Puis il leur a demandé de répéter. Ils l'ont fait. Lentement. Clairement. Avec des documents. Et c'est à ce moment-là que la réalité a commencé à changer. Parce que pour la première fois depuis des années, Daniel n'avait aucun argument qui puisse corriger ce qu'il entendait. Pendant ce temps, je suis resté à la maison cet après-midi avec Benjamin, pliant de petits vêtements et écoutant le vent dehors par la fenêtre. C'était étrange, comme regarder une tempête de l'intérieur d'une maison de verre, en sécurité, mais lointaine. Cette nuit-là, Daniel est venu chez mon père. Je savais qu'il le ferait. Je ne me suis pas précipité à la porte. Je n'ai pas préparé de discours. J'ai simplement ouvert quand les coups sont devenus réguliers au lieu d'être en colère. Il avait l'air différent, pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture s'était effondré. La confiance ne disparaît pas d'un coup, elle se fracture. Je ne savais pas, a-t-il dit immédiatement. C'était sa phrase d'accroche, pas bonjour, pas je suis désolé, juste je ne savais pas. Je me suis légèrement écarté, le laissant voir la maison tranquille derrière moi. Tu ne savais pas, ai-je demandé calmement. Sa mâchoire s'est serrée. Que je ne possédais pas tout. J'ai hoché la tête une fois. Tu n'as jamais demandé. Je te faisais confiance, va-t-il claquer, presque instinctivement. Cela m'a fait marquer une pause, parce que j'ai réalisé à quel point nous définissions la confiance différemment. Je te faisais confiance aussi, l'ai-je dit doucement. C'est pourquoi je n'ai jamais pensé que tu ferais ce que tu as fait à la fête d'anniversaire d'un enfant. Son expression a changé à ce moment-là. Quelque chose comme du regret a essayé de faire surface, mais la fierté l'a immédiatement combattu. J'étais en colère, a-t-il dit. Je me sentais piégé. Tu n'étais pas piégé, ai-je répondu. Tu étais impatient. Cela a eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Depuis le salon, j'entendais Benjamin bouger, faisant de doux bruits en se réveillant de sa sieste. La vie continuait. Malgré tout. Daniel a regardé au-delà de moi vers le berceau, puis de nouveau vers moi.
Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis que cela avait commencé, j'ai cru à cette partie de lui. Mais l'intention n'efface pas l'impact. Tu ne m'as pas seulement fait de mal, ai-je dit doucement. Tu m'as effacé devant des gens qui m'ont vu tout construire à tes côtés. Silence à nouveau, plus long cette fois. Dehors, le vent s'est légèrement levé, frottant contre le porche. Daniel a finalement parlé. Alors que se passe-t-il maintenant? Je l'ai regardé pendant un long moment, non pas avec colère, non pas avec satisfaction, mais avec quelque chose de plus proche de l'épuisement. Maintenant vais-je dire, tu apprends ce que ça fait de reconstruire quelque chose que tu pensais déjà posséder. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, réalisant trop tard que la vie qu'il avait quittée n'était pas partie à cause de moi. Elle était partie à cause de ce qu'il avait choisi de croire. Daniel n'est pas revenu le lendemain, ni le jour d'après. Mais le silence qu'il a laissé derrière lui n'était pas la paix. C'était de la pression. Parce qu'une fois que vous avez vu le début de la chute de quelqu'un, vous ne pouvez pas ignorer son rythme, les appels manqués, les courriels tard le soir, les avis légaux arrivant dans des enveloppes plus épaisses. Les rumeurs qui commencent à voyager à travers une petite ville comme de la fumée à travers des fissures dans un mur. Greystone Custom Homes ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est effilochée. Lentement. Publiquement. Et douloureusement. J'ai essayé de garder ma vie simple pendant cette période, les routines du matin avec Benjamin, la lessive, les courses, la paperasse qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou le mariage ou le pouvoir. Mais de temps en temps, j'entendais quelque chose, tu as entendu dire que Daniel a perdu le contrat de Millbrook? Ils disent que la banque a gelé sa ligne de crédit. Il s'est encore disputé avec le conseil d'administration. Et à chaque fois, je ressentais quelque chose d'inattendu, non pas de la satisfaction, non pas de la haine, quelque chose de plus lourd, du chagrin. Parce qu'il était une fois, Daniel et moi n'étions pas comme ça. Nous étions fatigués, fauchés et pleins d'espoir d'une manière que les jeunes sont toujours avant que la vie ne leur apprenne à quel point l'espoir peut être fragile. Je me souviens d'une nuit il y a des années quand nous construisions encore l'entreprise depuis notre bureau dans le garage. Nous avions mangé des plats à emporter bon marché sur le sol parce que la table de la cuisine était ensevelie sous les factures. Daniel s'était appuyé contre le mur, épuisé, et avait dit un jour, nous allons repenser à cela et en rire. Je l'avais cru. Vraiment. Mais le succès ne détruit pas les gens d'un coup. Il change la direction de leur attention. Et l'attention de Daniel s'était lentement éloignée de nous, loin de la maison, loin du partenariat, vers l'admiration, vers la validation, vers des gens qui lui disaient qu'il était impressionnant au lieu de lui rappeler qui il était autrefois. Mélissa faisait partie de ce monde. Je l'ai rencontrée correctement une seule fois lors d'un événement d'entreprise auquel j'avais assisté par obligation des mois avant le divorce. Elle avait souri poliment, mais il y avait quelque chose de répété à ce sujet, comme si elle avait déjà appris à être vue sans être interrogée. Daniel l'avait présentée avec désinvolture. La dame du marketing, a-t-il dit. Pas quelqu'un qui travaille avec nous. Pas membre de l'équipe. Juste la dame du marketing, comme si les titres suffisaient à expliquer la proximité. Je me souviens avoir observé la façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne le remarquait. Ce n'était pas de l'amour. C'était une évasion. C'est ce que je comprends plus clairement maintenant. Daniel n'est pas parti parce qu'il avait trouvé quelqu'un de mieux. Il est parti parce qu'il avait trouvé quelqu'un de plus facile. Quelqu'un qui ne lui rappelait pas qui il était autrefois. De retour à la maison, j'ai commencé à recevoir des documents officiels. Pas des dramatiques. Pas des émotionnels. Des financiers, demandes d'audit, confirmation du conseil d'administration, avis aux actionnaires. Chacun renforçant tranquillement une vérité que Daniel n'avait jamais pleinement acceptée, il ne contrôlait pas ce qu'il croyait contrôler. Monsieur Harlan a appelé un après-midi pendant que je pliais les vêtements de Benjamin. Il essaie de négocier, a-t-il dit. Avec qui? Ai-je demandé. Avec vous. J'ai marqué une pause. Dites-lui non, ai-je dit. Il y a eu un silence plus long au bout du fil. Claire, a-t-il dit prudemment, il propose des conditions de règlement. J'ai expiré lentement. Quel genre de conditions? Un temps. Tout ce qu'il pense que vous voulez. Cela m'a fait arrêter de plier. Parce que Daniel avait toujours cru que les problèmes pouvaient être résolus de la même manière que les affaires étaient conclues, offrir suffisamment d'argent, offrir suffisamment de contrôle,
offrir suffisamment de compromis, et l'autre personne céderait. Mais certaines choses ne sont pas négociables. J'ai regardé Benjamin jouant sur le sol avec un petit camion en plastique. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Que voulez-vous? A demandé monsieur Harlan. J'y ai réfléchi longtemps, parce que la réponse honnête n'était pas la vengeance, et ce n'était pas le pouvoir. C'était quelque chose de plus simple, le respect. Pas le genre que l'on exige. Le genre que l'on perd quand on oublie ce que cela signifie de voir une autre personne comme un être humain. Ce soir-là, Daniel est revenu. Cette fois, il n'a pas frappé fort. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses manières de faire semblant. Je ne peux pas arranger ça, a-t-il dit immédiatement après que j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai essayé, a-t-il ajouté. J'ai tout essayé. Je me suis de nouveau écarté, le laissant entrer, parce que j'ai réalisé quelque chose d'important, ce n'était plus une confrontation. C'était une fin. Nous nous sommes assis dans la cuisine où tant de nos vies antérieures s'étaient déroulées, pas de dîner romantique, pas de grandes conversations, juste la vie ordinaire, les factures, le café, le silence. Daniel s'est frotté les mains nerveusement. Je n'ai pas compris ce que je signais, a-t-il dit à nouveau. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Je te faisais confiance. J'ai secoué la tête lentement. Non, ai-je dit. Tu as cru que je ne serais jamais assez importante pour poser des questions. Cela l'a frappé plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire, parce que c'était vrai. Dehors, le vent soufflait doucement à travers les arbres, comme si le monde lui-même essayait de ne pas nous interrompre. Daniel a baissé les yeux vers la table. J'ai tout perdu, a-t-il dit doucement. Je l'ai étudié pendant un long moment. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Non, ai-je répondu gentiment. Tu as juste perdu ce que tu pensais posséder. Il m'a regardé. Et pour la première fois, il n'y avait aucune défense dans son expression, seulement de la compréhension. Et du regret. Mais le regret n'est pas la même chose que la réparation. Ni dans le mariage. Ni dans les affaires. Ni dans la vie. L'hiver est arrivé tôt cette année-là, le genre de froid qui s'installe dans les vieilles maisons en bois et y reste, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de tout ce qui s'y était passé. Daniel et moi ne nous sommes pas remis ensemble, pas de la manière que les gens attendent des histoires comme celle-ci. Il n'y a pas eu de retrouvailles dramatiques. Pas de pardon soudain. Pas de baiser cinématographique sous la neige qui tombait. Ce qui s'est passé à la place a été plus lent, plus ordinaire, et d'une certaine manière plus réel. Nous avons appris à nous parler sans nous détruire, pour le bien de Benjamin d'abord, puis progressivement pour des raisons qu'aucun de nous n'a pleinement admises à voix haute. Daniel a emménagé dans un petit appartement de location de l'autre côté de la ville, rien d'impressionnant, pas de finition de luxe, pas de statut. Juste un endroit pour dormir et réfléchir. Il a cessé de porter des costumes chers. Il a cessé de parler comme si chaque conversation était une présentation. Et pour la première fois depuis des années, il a commencé à écouter plus qu'il ne parlait. L'entreprise s'est stabilisée, mais pas seulement grâce à lui. Le conseil d'administration a mis en place une structure. Les anciens employés sont revenus prudemment. Les contrats ont été renégociés. Et lentement, Greystone Custom Homes est devenu quelque chose de nouveau, non pas l'empire que Daniel avait autrefois imaginé, mais quelque chose de plus ancré, plus durable, plus honnête. Je suis resté impliqué, mais pas de la même manière qu'avant. Je n'étais plus la colonne vertébrale silencieuse. Je faisais partie des décisions qui exigeaient de la clarté au lieu du sacrifice. Un après-midi, des mois après que tout se soit effondré, Daniel est venu chercher Benjamin. C'était un simple échange à la porte, pas de tension, pas de performance. Juste deux parents faisant ce qui devait être fait. Mais avant de partir, il a hésité. Je pensais, a-t-il dit prudemment, à ce que tu avais dit ce jour-là. J'ai attendu. Tu m'as dit que je n'avais aucune idée de ce que je venais de faire. J'ai hoché légèrement la tête. Il a regardé Benjamin, puis de nouveau moi. Je pense que je comprends maintenant, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement, car la compréhension n'efface pas les dégâts. Mais elle change ce qui vient après. Le printemps est arrivé tranquillement. Et avec lui, quelque chose d'inattendu, une petite réunion dans le jardin. Pas une grande fête comme avant.
Pas de salle louée. Pas de collègues. Juste la famille. Et quelques personnes qui étaient restées à travers tout sans prendre parti. Benjamin a eu 2 ans ce jour-là. Il a couru pieds nus sur l'herbe, riant, chassant un ballon qui refusait de rester immobile. Daniel se tenait à quelques pas de moi, le regardant. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit doucement: je pensais que le succès signifiait le contrôle. Je l'ai regardé. Et maintenant, ai-je demandé. Il a hésité. Maintenant, je pense que cela signifie ne pas perdre les gens qui seraient restés si tu avais fait attention. Cela est resté entre nous un instant, pas lourd, juste honnête. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que le jardin soit redevenu silencieux, Daniel m'a aidé à rentrer les chaises. Des choses simples. Des choses normales. Des choses que nous faisions sans y penser. Au pas de la porte, il a fait une pause. Je ne demande pas ce que nous avions en retour, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Il a expiré lentement. Je ne veux juste pas perdre ce qu'il nous reste. Je l'ai regardé longtemps, non pas comme un mari, non pas comme un ennemi, mais comme un homme qui avait finalement compris que certaines pertes n'arrivent pas toutes à la fois. Elles arrivent lentement au moment où vous cessez de remarquer ce qui compte. Nous ne pouvons pas le réécrire, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je sais. Mais ai-je ajouté après une pause: nous pouvons décider quel genre de parents nous allons être à partir de maintenant. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Alors je veux faire ça, n'est-ce pas? A-t-il dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Non pas parce que tout était réparé. Mais parce que rien n'était plus caché. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je me tenais sur le porche, tenant Benjamin, pendant que Daniel rangeait les dernières chaises dans le garage. Le passé était toujours là. Il le serait toujours. Mais il ne définissait plus chaque recoin du présent. Parfois, la guérison ne ressemble pas au pardon. Parfois, elle ressemble à 2 personnes apprenant à ne plus se faire de mal. Et parfois, la leçon la plus difficile de toutes est celle-ci: l'amour seul ne suffit pas à maintenir une famille unie. Mais l'honnêteté pourrait l'être. Si vous avez déjà vu quelque chose que vous avez construit s'effondrer lentement, vous savez à quel point il est facile de vouloir se venger. Mais parfois, ce qui vous sauve n'est pas la vengeance du tout. C'est de comprendre ce que vous avez encore le pouvoir de protéger. Et de choisir cela à chaque fois. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres relations ou à quelqu'un en qui vous avez autrefois eu profondément confiance, n'hésitez pas à partager vos pensées. Et si vous souhaitez plus d'histoires sur les secondes chances, la vérité, et la force tranquille qu'il faut pour reconstruire une vie, vous pouvez rester avec nous. Parce que chaque fin n'est que le début de quelque chose d'autre. Fin.